qui a assisté à la libération des otages hier devant leur poste. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, bien entendu. Gauthier, bien entendu. Évidemment. Ah oui. Géraldine également. Oui, j'ai regardé. Bien sûr. C'est bouleversant. Olivier aussi. Riche d'enseignements. Ouais, c'est vrai que c'est fou. Hein. Quel enseignement vous avez tiré, Géraldine Maillet? Qu'on n'est pas sorti de l'auberge, que la situation est, je trouve, pas du tout réglée, que j'ai pas l'impression que le peuple palestinien veut se débarrasser du Hamas. Et voilà, c'est une guerre de communication et je sais pas comment l'issue peut être favorable parce que j'ai pas du tout entendu la paix, 2 États, j'ai entendu mort aux Juifs dans cette libération des otages et donc c'est très, enfin voilà, ça m'a choqué. Merci Géraldine pour votre témoignage. Non mais c'est vrai, Gauthier Lebray. Oui, je suis comme Géraldine, j'ai été très marqué par cette foule autour des véhicules de la Croix-Rouge quand les 3 otages ont été transférés par le Hamas. Et c'est vrai que quand on voyait cette foule autour de ces 3 otages, on a du mal à croire que le Hamas est minoritaire dans la population palestinienne et qu'il n'est pas soutenu. Alors évidemment, cette population subit de plein fouet les atrocités du Hamas, mais il y a une question que je me pose. Combien de pourcentage de cette population soutient le Hamas? C'est une vraie question, puisqu'aux dernières élections, c'est le Hamas qui a remporté les élections. Il n'y en a pas eu depuis 20 ans, mais c'est le Hamas qui a remporté ces élections. Après, c'est évidemment atroce, parce que c'est la technique de la libération au compte-gouttes. Donc là, on en libère 3. Ensuite, il y aura une deuxième phase où 8 otages devraient être libérés. On n'a pas libéré les enfants Bibas, ce qui pose la question de sont-ils toujours en vie? Parce qu'on devait commencer par les plus jeunes. Le petit Kfir, il a 2 ans. Il est otage depuis qu'il a 8 mois. C'est ça. Il y a son frère aussi qui est retenu dans la bande de Gaza. Donc oui, les images font froid dans le dos. Et quand on voit aussi les images, on en veut aussi à la France insoumise, tout ce qu'ils ont pu dire pour nazifier l'État d'Israël, disant qu'Israël était devenu un État génocidaire, et oubliant que c'était une guerre, avec toutes les atrocités que comporte une guerre, mais faisant croire qu'Israël était devenu donc non plus le peuple génocidé qui a eu Israël, mais le peuple génocidaire, évidemment, avec la volonté de le nazifier. Donc non, les images étaient vraiment très, très émouvantes, hein, les images quand elles retrouvent ces 3 femmes, enfin leur mère, et on espère évidemment que ça va continuer, les libérations. Alors, comme a dit Bruno Retailleau, la menace politique aujourd'hui vient des insoumis. Ils font le jeu des islamistes pour des raisons électoralistes. Ça rejoint un petit peu ce que vous dites dans un autre contexte, mais ça rejoint ce que vous dites. Ah bah, on a des preuves tous les jours de cela. Déjà quand Ercilia Soudet regrette la dissolution du CCIF, c'était la semaine dernière à l'Assemblée nationale, cette députée LFI, le CCIF, collectif contre l'islamophobie, qui a participé à la cabale contre Samuel Paty, qui a une responsabilité dans les fake news, les fausses nouvelles qui ont circulé contre Samuel Paty et qui ont amené ensuite à son assassinat. Cette même Ercilia Soudet, quand elle va rendre visite en garde à vue à l'islamiste Elias Dimzalen, fiché S, antisémite, puis après elle fait une manifestation avec ce même homme qui appelle à l'intifada dans les rues de Paris, au soulèvement. Donc oui, il y a une proximité très claire. Et puis non seulement il y a une proximité avec l'islamisme, mais moi je suis fasciné par un parti qui passe sa vie à ne pas défendre les intérêts de la France. Quand il y a un bras de fer entre l'Algérie et la France insoumise prend le parti de l'Algérie. Donc la France insoumise devrait peut-être se rebaptiser l'Algérie insoumise. C'est quand même très curieux quand on a un bras de fer entre 2 pays autour de ces fameux influenceurs et que l'Algérie refuse de reprendre les influenceurs, même celui qui a son passeport. Jean-Luc Mélenchon et ses amis reprennent tous les arguments de l'Algérie contre Bruno Retailleau. Donc je suis troublé de ça. Même chose pour Boualem Sansal, l'auteur franco-algérien qui est retenu dans les geôles algériennes. Il n'est pas défendu par la France insoumise. On reprend les arguments du régime algérien. Donc oui, non seulement l'Algérie préfère maintenant les dictatures étrangères à la France, mais participe à une proximité très claire avec l'islamisme. Oui, Olivier d'Artigol. Gilbert Montagnier. Oui. Il y a eu bien sûr les images de libération et ces 3 jeunes femmes dont on mesurait la détresse, 470 jours de détention. 470 jours, vous vous rendez compte ou pas? Et ces images odieuses du Hamas, des djihadistes faisant, comme l'a dit Géraldine, de la communication dégueulasse, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et en effet des civils palestiniens dans ce moment-là. L'autre image, je dis l'autre image, je la mets pas en... c'est quand même des civils gazaouis qui retournent chez eux dans un paysage d'apocalypse. Tout est détruit. Absolument. Et après, je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire que le Hamas ne peut pas être un interlocuteur, ne peut plus être.
À certains moments, le pouvoir israélien a souhaité que ce soit plutôt le Hamas que d'autres composantes de la scène politique palestinienne. Il faudra donc d'autres partenaires palestiniens, mais ça va même être un temps fou. Moi, je ressens quelque chose de très fragile aujourd'hui. Mais le peuple palestinien, est-ce que tu l'as trouvé hostile au Hamas ? Non, en tout cas, non. Non, mais pro-Hamas. on n'a pas. Tout ça n'aura donc servi à quoi, en fait ? En tout cas, il y a d'autres forces politiques palestiniennes. L'autorité palestinienne est discréditée, mais il y a le Fatah, il y a Marwan Barghouti, qui est un peu le Mandela palestinien qui est en prison. Il y a des possibilités, mais ça va être long et difficile. Ça, je suis d'accord. Oui, tout n'est pas réglé, absolument. Alors justement, avant de parler de quelle époque, on va faire un pont avec l'élection de Donald Trump, bien entendu, et l'investiture de Donald Trump, ce sera tout à l'heure à 18h heure française, à l'intérieur du Capitole. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. C'est incroyable. Donald Trump, je crois que c'est le plus gros comeback, hold-up, le plus gros comeback de l'histoire. C'est pas un hold-up. Ouais, ça, non, bien sûr, a gagné à la Royale. Contrairement aux Républicains qui avaient pris Matignon, c'était un hold-up. Non, mais parce que je dis ça, parce que c'est quand même incroyable ce qu'il a fait. Incroyable. C'est incroyable. C'est le plus gros comeback de l'histoire politique pour moi. Il n'y a pas eu. De loin. Vraiment, il n'y a pas de précédent. Je crois qu'il y a un président américain qui a réussi mais après tout ce qui lui est arrivé. Ah non, mais c'est exceptionnel. C'est incroyable. C'est franchement. Et ça montre que c'est quand même, à la fin, c'est toujours le peuple qui décide. Oui, il l'emporte. Exactement. Alors, déjà, il faut dire une chose. Moi, je suis pas du tout un Trumpiste de la première heure, mais quand je vois les réactions en France, moi, je le deviens. Exactement. Et qui ça, passez-moi l'expression, emmerde, je dois avouer que j'ai envie de prendre du popcorn et un gros soda. Mais moi, je me régale. Voilà. C'est un entertainment américain réjouissant. Et puis, excusez-moi, mais la libération des 3 otages qu'on vient d'évoquer. Bien sûr, c'est grâce à qui ? C'est pour ça que j'ai enchaîné avec ça, parce que pour moi, Donald Trump a une grosse responsabilité dans cette libération. Même l'administration Biden le reconnaît en filigrane, que c'est sa menace d'envoyer le Moyen-Orient en enfer si... avec les Qataris. Oui, avec les Qataris, c'est évident. Oui, mais les Qataris étaient déjà là sous Biden. Les Qataris étaient là sous Biden. Exactement, les Qataris parlent plus facilement avec Donald Trump et ça bouge plus vite avec Donald Trump. Mais il est tellement imprévisible. Il impose le rythme, en fait. Il est tellement imprévisible. Et puis, quand j'ai vu son discours hier de la victoire, où il dit on va mettre un terme à l'idéologie woke dans les écoles, et quand je vois qu'au Canada aussi Justin Trudeau est obligé de démissionner parce qu'il est devenu un étendard woke, là aussi évidemment en France certains peuvent être inquiets quand si on reprend et qu'on se tient à cette maxime, tout ce qui se passe aux États-Unis arrive avec quelques années de délai en France. Ça va arriver un petit peu plus vite, j'ai l'impression. Et puis sur l'immigration, alors là effectivement ça va déménager, puisqu'il promet de prendre des décrets par dizaines dès aujourd'hui. Et là il y a une journaliste de Fox News qui a affirmé que Donald Trump allait envoyer l'armée américaine à la frontière avec le Mexique. Donc c'est une journaliste de Fox News qui dit ça. Donc évidemment, oui, c'est pas consensuel. La question que je me pose, c'est quelles conséquences pour nous, pour la France, parce qu'on sait que la guerre économique va être violente. Alors,